Bonjour à tous. Alors vous vous dites, ça y est, certains qui ont râlé hier parce qu'il n'y avait pas assez de femmes à la tribune se disent, ça y est, il y a une femme. Oui, oui. Je vous rassure tout de suite, je ne suis là que pour animer. Alors, donc notre session, comme vous le savez, va se dérouler en 3 temps qui sont classiques pour ceux qui pratiquent l'Université de la Terre depuis longtemps. On va avoir une très rapide conversation introductive avec les trois intervenants qui sont à côté de moi. Ensuite, on passera aux questions des étudiants qui ont dû se répartir par là. Et enfin, nous prendrons les questions de la salle. Il y a des micros qui se baladent normalement, qui vous permettront de poser vos questions. Alors le thème du jour, la question que nous allons avoir à traiter, vous avez vu, c'est à la fois complexe et passionnant. Ça tourne autour de ce qu'on appelle l'écologie industrielle. Évidemment, la question c'est de quoi s'agit-il ? Il ne suffit pas de mettre 2 mots qui n'ont rien à voir l'un à côté de l'autre pour que soudain ça fasse sens. Pour introduire le sujet, je voudrais vous citer une phrase d'un physicien américain d'origine autrichienne qui s'intéresse beaucoup à l'écologie, qui s'appelle Fritjof Capra, et il écrit « Lorsqu'on examine de près le fonctionnement des écosystèmes, on s'aperçoit que les organismes vivants produisent tous des déchets, exactement comme nous le faisons, individuellement ou dans le cadre de nos organisations. Mais dans un écosystème, les déchets circulent. Ceux d'une espèce constituent la nourriture d'une autre espèce. » Et il conclut « Nous devons repenser nos écosystèmes et nos industries. » Il dit d'ailleurs, pardon, nous pouvons repenser nos écosystèmes et nos industries. En fait, nous le devons les repenser de façon à ce que les déchets d'une industrie constituent les ressources d'une autre industrie. Autrement dit, si on compare aujourd'hui les systèmes industriels à l'ensemble des écosystèmes qui existent sur Terre, on s'aperçoit que l'être humain a fabriqué les seuls systèmes sur Terre qui ne respectent pas les lois de la nature, d'une certaine façon, qui fonctionnent de manière complètement immature dans les critères qu'utilisent les biologistes pour analyser les écosystèmes, puisque nos systèmes industriels se préoccupent assez peu, finalement, de leur efficacité dans l'utilisation des ressources, de la préservation de leur environnement et même de la diversité. Alors le problème, c'est, si on regarde dans la nature, qu'est-ce qui se passe quand un écosystème fonctionne de manière immature ? Eh bien, en fait, au bout d'un moment, il s'asphyxie et il meurt. Alors, c'est pas très joyeux. Est-ce que c'est ce qui guette nos systèmes industriels ? On va essayer de le voir. Le consultant américain Paul Hawken va même plus loin en comparant les entreprises actuelles à des mauvaises herbes, entre guillemets, des mauvaises plantes qui prennent à leur écosystème plus que ce qu'elles leur apportent et qui sont en compétition permanente avec leur environnement pour conquérir de l'espace, des ressources, etc., etc. Et probablement, finalement, l'enjeu, c'est ça pour les entreprises aujourd'hui, c'est de passer au stade évolué de la bonne plante, efficace et intelligente, qui a compris qu'en fait, elle ne va bien vivre dans son environnement que si elle l'entretient, elle le nourrit en retour. Donc, au cœur de cette idée de l'écologie industrielle, il y a l'idée de rompre avec notre modèle industriel actuel, qui est en gros très linéaire, hein, je prends, je produis, je jette, et de faire advenir un modèle plus inspiré des écosystèmes naturels, qui fonctionne un peu mieux selon les lois de la nature, pour mieux la respecter, avec 2 dimensions qui me semblent importantes. La première, c'est l'efficacité. On a aujourd'hui dans la nature des êtres vivants qui savent produire des choses assez sophistiquées, sans utiliser d'énergie fossile, sans les brûler, sans devoir chauffer, traiter ou forcer comme on le fait nous. À titre d'exemple, l'exemple qu'on prend souvent, c'est une araignée. Le fil de l'araignée est aussi résistant que le Kevlar. Et l'araignée n'a pas d'usine à sa disposition, elle fait ça en gros avec de la bave et quelques cadavres d'animaux et un peu de terre. Et l'autre caractéristique des écosystèmes dont nos systèmes industriels peuvent s'inspirer, c'est le caractère cyclique. Cette idée donc que dans la nature, dans les écosystèmes naturels, les déchets d'une espèce sont les ressources d'une autre. Alors évidemment, si la prochaine révolution industrielle doit finalement s'appuyer plus sur ce qu'on apprend de la nature et plus tellement sur ce qu'on extrait de la nature, il y a un problème, c'est que notre économie est complètement ignorante, indifférente ou arrogante quant aux lois de la nature. C'est vrai qu'avec la pétrochimie, les manipulations génétiques, etc., on s'est finalement, l'être humain s'est finalement affranchi de l'habitude qu'il avait auparavant de copier la nature, de s'en inspirer, etc. Alors il y a plein d'exemples qui existent dans le monde, hein. Vous avez des parcs éco-industriels. Il y a un truc au Danemark qui s'appelle la symbiose de Kalundborg, où vous avez des entreprises qui sont regroupées sur un même territoire, justement parce que les déchets de certaines sont utilisés comme matière première par d'autres. Ça existe, ça marche. Il y a une brasserie aussi en Namibie qui fonctionne comme ça. Vous savez que la production de bière, on utilise beaucoup d'eau, beaucoup de céréales, du coup on en rejette beaucoup aussi. Ben là, en l'occurrence, dans cette brasserie, il y a tout un écosystème de petites entreprises autour de la brasserie, dont certaines qui récupèrent les déchets pour produire du pain, élever des cochons, élever des poissons, etc., etc. Donc ça existe. Il y a des bâtiments. Au Zimbabwe, vous avez un bâtiment qui s'inspire de la façon dont les termitières
sont auto-ventilés, j'allais dire, par un système de galerie naturelle qui permet à la termitière de rester à température constante, quelle que soit la température extérieure. À Harare, vous avez un architecte qui s'appelle Mick Pierce, au Zimbabwe, qui s'est inspiré de ce système pour faire un bâtiment qui fonctionne intégralement sans clim, sans climatisation, avec donc 90% de consommation d'énergie en moins et une baisse de 20% des loyers. Donc ça existe, c'est cette question-là qu'on va regarder aujourd'hui avec nos intervenants, avec en prime, histoire que ce soit un peu plus difficile, dans l'intitulé de notre mandat, la question de l'équitable, qui venait en fin de titre de la conférence, qui est un challenge de plus, parce que ça veut dire que non seulement il va falloir consommer moins de ressources et générer plus de bien-être, mais en plus pour évidemment plus de monde, en contribuant si possible au passage à lutter contre la pauvreté. Alors fort heureusement, pour faire ça, nous avons 3 experts et praticiens émérites avec nous. Pierre-André Zenizergue, à ma gauche, qui est ancien champion du monde de skate, président d'une entreprise de chaussures de sport qui s'appelle Etnies, qui est réputée pour son engagement environnemental. Jochen Zeitz, à ma droite, qui est président du directoire de Puma et désormais aussi président du tout nouveau pôle Sports et Lifestyle de PPR. Ceux qui étaient là hier ont probablement entendu l'intervention de François-Henri Pinault, on y reviendra, on prolongera ce qui a été dit hier. Et puis Lionel Bonny, qui est français, mais qui est directeur dans un organisme américain qui s'appelle le Rocky Mountain Institute, qui est une ONG et un think tank réputé sur les questions de capitalisme naturel, pour paraphraser le titre d'un livre qu'a écrit Amory Lovins, le fondateur de cette institution. Alors Lionel, justement, je vais commencer par vous, parce que du coup, au Rocky Mountain Institute, vous êtes un peu à un poste clé pour observer dans quelle mesure les entreprises, les grands groupes notamment, pas les entreprises pionnières, mais surtout les grands groupes et leurs dirigeants, prennent en compte ces questions-là aujourd'hui. Quel regard vous portez sur l'évolution des entreprises, l'évolution des dirigeants, et puis sur les difficultés rencontrées éventuellement par ces entreprises? Merci Elisabeth et bonjour à tous. Je pense que la première chose qu'on doit reconnaître quand on réfléchit à un système alternatif tel que vous l'avez décrit, Elisabeth, c'est que le système actuel marche relativement bien pour ce qu'il essaye de faire. C'est-à-dire que les entreprises du monde entier sont extrêmement efficaces en ce qui concerne l'extraction et la transformation de matières premières, la fabrication de produits et leur acheminement jusque vers le consommateur final. Encore une fois, dans un aspect purement économique, elles font ça de manière très efficace. Par exemple, si on prend un smartphone comme tout le monde ou presque a aujourd'hui, ça me permet par exemple de faire une vidéoconférence depuis les montagnes du Colorado où j'habite avec mes parents qui sont en France, qui peuvent être dans le train en train de faire ça, et le tout pour, ça coûte $150 et $25 par mois d'abonnement. Donc il faut vraiment reconnaître que sur un plan économique et sur un plan de proposer des produits et des services toujours plus sophistiqués à des populations toujours plus nombreuses, le système actuel marche bien. Ceci étant, on peut déjà se poser une première question de savoir est-ce qu'on a vraiment besoin de tout ça. C'était plus le débat de 11h du matin avec Comte Sponville et Pierre Rabhi et frère Samuel. Donc je ne pense pas qu'on va aborder ce sujet ici. Mais ce dont on doit vraiment parler ici, c'est est-ce que ce système, qui encore une fois économiquement marche bien, a des effets pervers. Et bien évidemment, ils sont nombreux sur l'environnement, sur la partie sociale, effectivement, parce que beaucoup sont exclus du système et beaucoup sont, entre guillemets, exploités par le système pour produire ces choses pas chères pour les gens qui ont accès. Et bien sûr, il y a aussi tout l'impact de santé à travers des divers polluants et de leurs effets. Et enfin, je pense même qu'il y a un impact pervers environnemental dans la mesure où, comme Elisabeth l'a rappelé, on a des cycles linéaires qui extraient et utilisent des ressources finies sans, en fin de vie, les réutiliser. Donc à un moment donné, on va aussi s'opposer à ce problème de manque de ressources premières si on n'évolue pas dans l'approche actuelle. Donc je pense que c'est un peu le contexte pour le débat. Et ça veut dire aussi que pour les entreprises, ça va être extrêmement difficile de changer. Je pense que Pierre-André et Jochen sont encore plus qualifiés que moi pour parler de la difficulté du changement, puisqu'ils le font au quotidien dans leur entreprise. Mais c'est vraiment très difficile. Si on prend par exemple un des pionniers de ce changement vers une entreprise plus écolo, le fondateur de Patagonia, Yvon Chouinard.
Donc c'est quelqu'un qui vient de l'escalade, qui vient de l'ascension de montagne, donc il a toujours eu cette fibre environnementale. Et un jour, il s'est dit, ce serait bien quand même, au début des années 90, que je regarde quel est l'impact des vêtements de montagne que je propose sur le marché. Donc première chose à faire, c'est de faire une analyse du cycle de vie de l'ensemble des produits. Ça, c'est déjà la première difficulté. Ça a un coût. À l'époque, on n'avait certainement pas les protocoles nécessaires, donc c'était plus difficile à mettre en œuvre. Et une fois qu'on a cette information, qu'on a une mesure de l'impact, on peut avoir des questions surprenantes. À savoir que pour Patagonia, ils se sont rendus compte que les textiles qui avaient le plus d'impact n'étaient pas du tout en fait ceux qui, d'impact négatif en tout cas, n'étaient pas ceux qui étaient à base de pétrole, c'est-à-dire les fibres synthétiques, mais c'était le coton qui utilise, je crois que c'est 25% des pesticides mondiaux et beaucoup d'eau également. Et là, donc on a l'information, il faut l'analyser, et après vient le temps des décisions. Et Yvon Chouinard, qui a la chance, c'est une chance qui s'est créée, mais il possède 100% de son entreprise, il a dit, en 2 ans, je veux plus de coton non biologique chez Patagonia. Le problème, c'est qu'il n'y avait pas de marché alternatif pour du coton biologique. Il a dit, je m'en fous, je préfère mettre la clé sur la porte que d'avoir encore du coton conventionnel dans ma ligne. Et donc, c'est là que ça requiert une certaine folie, quelque part, et ensuite une certaine ténacité qui, pour lui, a porté ses fruits, puisque en fait, il a lancé Patagonia a réussi par son volontarisme à lancer le marché du coton biologique. Maintenant, il y a beaucoup de gens, certains à la table, qui se fournissent et permettent à ce marché du coton biologique de grandir et d'être soutenu. Donc, c'est cet aspect-là qui est vraiment important. Ça requiert un volontarisme fort, ça requiert beaucoup d'informations, beaucoup d'analyses. Et des grands objectifs à se fixer. Après, ceci étant, il y a aussi un aspect qu'on note beaucoup parmi nos entreprises clientes, du retour sur investissement. Le retour sur investissement est parfois direct, c'est-à-dire que produire avec moins de déchets, produire avec moins d'énergie, souvent ça a un retour sur investissement positif, et donc fait que l'entreprise peut être plus compétitive sur les coûts. Ça a un retour, bien sûr, en termes d'image. On arrive à créer des clients fanatiques, et je pense que là encore, mes 2 compagnons de table sont mieux adaptés que moi à en discuter. Mais surtout, l'image n'est pas seulement importante auprès des clients, c'est important aussi en termes de ce qu'on appelle aux États-Unis the license to operate, c'est-à-dire en gros le droit à exercer ses activités. Parce qu'il y a des entreprises comme Coca-Cola en Inde qui ont découvert que si, par exemple, Coca-Cola en Inde utilisait trop d'eau et faisait diminuer les nappes phréatiques, c'est ce dont ils ont été accusés, c'était pas forcément totalement justifié, mais on arrive à des boycotts, on arrive à des fermetures d'usines, etc., etc. Donc c'est un peu une assurance contre le rejet par la société. Bien sûr, souvent ces produits sont mieux conçus, puisque on revient à mon premier point, c'est-à-dire qu'il faut vraiment connaître ce qui va dans le produit, il faut vraiment connaître ses fournisseurs, donc avoir une relation plus intelligente et plus approfondie qui permet encore une fois de produire un produit plus durable et mieux conçu. Je dirais que là... Aujourd'hui, du coup, quand même, est-ce que là, on a parlé un peu des pionniers, mais genre, est-ce que le gros des boîtes américaines, en l'occurrence, puisque vous êtes quand même surtout implantés aux États-Unis, mais comme c'est les plus grosses entreprises au monde, ça tombe bien, est-ce qu'elles sont réceptives à ce message ou pas? C'est-à-dire, est-ce que vous avez l'impression qu'elles ont compris l'ampleur de la transformation nécessaire? Parce que, comme on dit souvent, être moins mauvais, ça suffit pas à être bon. Donc si on est juste un peu moins mauvais, on réduit un peu la consommation d'énergie, la consommation d'eau, les déchets, etc. On est moins mauvais, mais on est loin de l'ampleur du changement nécessaire. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui dans la conscience des entreprises américaines? Rapidement, s'il vous plaît. Pardon. C'est difficile d'avoir des statistiques, mais un exemple, Walmart, qui est la deuxième plus grande entreprise américaine par la capitalisation boursière et par les ventes, qui est l'équivalent de Carrefour en gros, mais plus gros. Il y a 10 ans, l'environnement, ils n'avaient rien à faire, je pense. Le social, pareil. Ils ont eu d'ailleurs des procès et beaucoup d'actions d'ONG à leur égard. Maintenant, c'est une des entreprises les plus avancées dans le domaine de la durabilité et du développement durable. Ils ont 3 objectifs. Premier objectif, c'est utiliser 100% d'énergie renouvelable. Deuxième objectif, c'est 0 déchet. Troisième objectif, c'est vendre uniquement des produits
durable pour l'homme et pour l'environnement. Donc c'est une entreprise très conservatrice qui vient du fin fond de l'Arkansas. Et je pense que c'est un baromètre assez important pour jauger le degré d'évolutivité des entreprises américaines. Merci beaucoup. Jochen Zeitz, on va passer à vous. Je précise que Jochen va s'exprimer en anglais et que du coup, vous avez la traduction française de ce qu'il va dire sur le canal 1. François-Henri Pinault, lors de son intervention hier, disait qu'en fait, il faut changer de modèle économique pour arriver à des modèles économiques qui soient 100% compatibles avec le développement durable. Alors, quelle est votre vision là-dessus? Enfin, j'imagine que vous êtes en ligne avec la sienne puisque vous travaillez ensemble, mais quelle est votre vision là-dessus? Est-ce que c'est possible? C'est complètement... c'est à quelle échéance les changements dont on parle aujourd'hui? Comment vous voyez les choses? Hello everyone. Sorry, but my French is not that great that I could give my little talk here in French, maybe next time. But I think we just have to take a step back again and say, okay, what is this economic model that we got used to since the Industrial Revolution some 100 years ago? As you rightly said, you know, the Industrial Revolution started with unlimited resources. It's number 3, if you want to listen to me. We thought that resources were not an issue, they were unlimited. You know, we took, we made, we waste, as you rightfully said so, and that's not a model that we can sustain. Because companies used to work against nature. You know, that's the reality. We just have to face the facts. We have our economic model is not taking nature into consideration. Why is it not? Because nature was free of charge until today. The use of fresh air, the use of fresh water, the use of what we call ecosystem services have been free of charge. And everything you take for free, you know, you usually don't care so much about it. So if we really want a paradigm shift, a new economic model, we'll have to look at that and have to say, okay, there are externalities, there are services that our nature, our environment provides us and used to provide us for free that we now have to start paying for. And obviously carbon and the whole voluntary and carbon market, CO2, is just one example out of many variables that we need to start to incorporate. So the framework, the rules of play have to change. You know, I compare it like the rules in a football game. You know, if you don't adjust your rules to the new speed of playing, if you don't create transparency and find ways to kick out the cheater and make transparent that somebody is not playing according to the rules, if you do not adjust to the speed of operation in the market, you know, you will not change the mode the game is being played. So if we realize that taking, making, wasting is no longer the future, we'll have to adjust the economic model. And it starts by internalizing the externalities, by changing the way we build our business model and pay for it. So it ultimately means, and that is one example that we are pushing hard and that we are going to announce in the second quarter, actually this quarter, with Puma, is that we want to create the first environmental profit and loss statement that takes exactly those externalities into consideration and internalizes it into our way of accounting. Because when you start to measure, you start to manage. And if you start to manage, you're starting to reduce, you're starting to innovate, you're starting to find new ways of approaching this economic paradigm. And I think only then, when the rules will change, the rules of the game, and when corporations really visualize the impact that they're having on the environment, on society, and try to have a positive impact, that's when we're going to take this old model to a new model and ultimately reach a tipping point, so that we don't talk about a few examples and a few great entrepreneurs or a few great initiatives, but when we are changing an economic model that is broken, that is working against nature, to work with nature. Alors, concrètement, comment ça se passe dans une entreprise comme la vôtre pour organiser cette transition qui est, du coup, dont on a compris l'ampleur, parce qu'il y a... Enfin, je suis sensible à ce que vous disiez sur le fait qu'il y a un changement d'échelle à mettre en œuvre. Il ne s'agit pas d'avoir un ou deux exemples de produits verts, un ou deux exemples de pratiques industrielles exemplaires. Concrètement, comment ça se passe? Comment vous orchestrez ce changement-là? Well, I think, you know, every big change somehow starts with a vision and a mission in mind. And, you know, I take the company that I've been running for 18 years now, Puma. You know, we actually decided to change the mission statement of the company. We used to say we want to be the most desirable sport lifestyle brand.
Now we are saying we want to be the most desirable and sustainable sport lifestyle brand. I truly believe that, just setting up a CSR department and corporate social responsibility actually doesn't even include nature. If you just delegate your responsibility to one department, you are never going to get that paradigm shift of an organization, of an entire company. So you need to ingrain sustainability in the DNA of what you do every day, every night, 24/7. And that's the only way when you're really going to impact change. So what started, if you call it the corporate sustainability movement, now needs to become something that is inherent in everything we do. And that's why we started it with a mission statement, said we want to be the most sustainable company, and we will make everyone an activist within the corporation to actually work towards that model. Then you need to, of course, convince your employees, and you need to explain what this new model will look like, and that's when you're starting to create the initiatives that will ultimately change your corporation from a corporation that is a traditional company that is used to make waste into a company that thinks more circular and that ultimately becomes truly sustainable. And that's a path. It's not something that happens over time, but you have to set yourself goals. You'll have to set yourself the objectives. You'll have to set yourself targets. And once you have set a target, you have to have the checkpoints based on which you measure whether you've accomplished your targets. Without that, it becomes a nice lip service and it becomes a nice PR exercise, but it will never really contribute to a true paradigm shift. Thank you very much. Pierre-André, j'ai envie de vous poser la même question, puisque vous avez pris l'engagement il y a quelques années maintenant de faire d'Ethnis une entreprise neutre en carbone à horizon 2020. Donc là encore, un objectif, entre guillemets, d'avoir un impact positif neutre, voire un impact sur l'environnement neutre, voire positif à long terme. Concrètement, comment ça se passe? Là encore, c'est une transition, parce que l'entreprise n'était pas 100% là-dessus au départ. C'est un changement que vous avez mis en œuvre? Tout à fait. D'abord, bonjour tout le monde. Je suis très content d'être ici, je viens juste d'arriver de Los Angeles, donc j'ai un peu de décalage horaire, je m'excuse. Mais oui, il y a une transformation qui se passe forcément dans l'entreprise. Pour moi, quand j'ai commencé à faire les chaussures de skate, c'est parce que je fais du skate depuis plus de 30 ans et j'ai besoin de produits qui durent. Parce qu'avec le skate c'est ce qui est le pire pour une paire de chaussures. Parce qu'on fait du skate avec l'antidérapant, donc ça use la chaussure très vite. Et j'étais fatigué de réparer mes chaussures, de les coller, de mettre du duct tape dessus, et il me fallait une chaussure qui dure. Donc, à partir de ce moment-là, forcément, j'ai une approche quelque part sur l'environnement, un petit peu par accident. Mais pour moi, ça a toujours été... L'initiative sur l'environnement, c'est pour les jeunes, vraiment, c'est pour l'avenir. C'est pour avoir une meilleure planète à long terme. Et quand je me suis intéressé à faire donc une marque Ethnis pour les jeunes, c'est de faire donc des produits qui durent, qui fonctionnent, qui soient confortables et où on peut bien sentir les planches de skate. Mais au bout d'un moment, je me suis rendu compte qu'en fait, les jeunes, c'est pas juste faire des chaussures, faire du skate, faire des vêtements, c'est aussi où est-ce qu'ils skatent. Et bon, on skate pas sur la planète Mars, ça c'est clair. Donc c'était important d'adresser la question de l'environnement puisqu'on skate sur planète Terre. Quand je faisais du skate à Paris, en région parisienne, je me suis aperçu souvent que j'avais du mal à respirer. Et j'étais assez étonné quand je faisais du skate au bord de la mer ou à la montagne, je me sentais toujours beaucoup mieux. Donc consciemment, j'en suis arrivé au point où il fallait absolument que je fasse quelque chose pour l'environnement. Dans mon entreprise, donc, j'ai toujours communiqué sur la passion du skate parce que c'est toujours ce qui m'a vraiment inspiré. Et au bout d'un moment, j'ai commencé à communiquer sur l'environnement. Donc il y a 10 ans, j'ai commencé à communiquer là-dessus. Et il y a 10 ans, tout le monde se demandait qu'est-ce que je faisais, pourquoi l'environnement, qu'est-ce que ça avait à faire avec le skateboard. Mais ça avait tout à faire avec le skateboard puisqu'il n'y a qu'un seul endroit où on peut skater. Donc j'ai commencé à expliquer pourquoi on a besoin d'avoir plus d'oxygène, pourquoi par exemple quand aussi on fait parce qu'on fait aussi dans le surf, dans le snowboard, pour faire du surf, pour pratiquement avoir plus de plaisir, on a besoin d'eau plus claire, mais aussi à la montagne quand on fait du snowboard, on a besoin de neige, c'est assez clair, assez simple. Donc j'ai essayé de transformer en fait toute ma culture basée sur les sports de glisse, à les rapprocher de la nature. C'était assez facile immédiatement avec les surfeurs,
parce que forcément ils étaient dans l'eau tout le temps et en rapport avec la nature. C'était assez facile aussi avec les snowboarders puisqu'ils étaient aussi à la montagne, mais c'est beaucoup plus difficile avec les skateurs parce qu'ils étaient à la ville. Mais finalement, au fur et à mesure, en leur en parlant, en les amenant dans la nature, c'est là que j'ai commencé à sentir un changement dans mon équipe, mes équipes d'athlètes en fait qui sont sur Etnies. Et donc aussi un changement au niveau de la communauté dans laquelle on était, où on participait, éventuellement intérieur de l'entreprise aussi. Et dans l'entreprise, une de mes grandes difficultés, c'était vraiment de faire changer les gens. Et donc, alors, il y a 10 ans, j'ai décidé de construire un centre de design basé sur l'environnement qui fonctionnerait à l'énergie solaire, avec des bois recyclés pour les murs, du béton recyclé. Et je me suis aperçu que ça faisait un impact et j'ai montré un peu que l'environnement c'était l'avenir parce que le design du building était très futuristique. Mais je me suis aussi aperçu que ça ne suffisait pas. Il fallait que je crée une question émotionnelle directement avec l'environnement et pas juste moi. Donc j'ai créé un comité dans l'entreprise qui s'appelle Blue Bin Brigade. C'est la brigade des poubelles bleues, poubelles de recyclage. Et j'ai désigné des personnes dans chaque département pour représenter cette brigade. Mais aussi, en même temps, je leur donnais un but, et le but d'être carbone neutre en 2020. Et alors, bon, bien sûr, forcément, j'ai eu plein de gens qui m'ont dit, mais comment on va faire? J'ai dit, je suis pas sûr, mais je pense qu'on peut y arriver parce qu'il va y avoir une révolution écologique qui va se passer, et on va pouvoir trouver des solutions au fur et à mesure. En avançant, finalement, je me suis aperçu, bon, c'était assez difficile pour eux de comprendre qu'est-ce que ça veut dire carbone neutre en 2020. Donc on a fait des initiatives dans l'entreprise, que ça soit retirer les cols à base de pétrole dans nos chaussures, des cols à base d'eau, bien sûr tous des produits recyclés forcément. Mais aussi j'ai décidé de faire un film en fait sur l'environnement avec Leonardo DiCaprio. Et en 2007, on a montré ce film à Cannes, qui s'appelle La 11e heure. Et donc l'idée c'était de montrer une image et de créer une connexion en fait entre les gens dans mon entreprise et de pouvoir aussi l'utiliser comme instrument pour le montrer dans d'autres entreprises, le montrer au gouvernement, dans différentes communautés pour créer un mouvement de masse avec tout le monde. Et là j'ai vraiment senti un phénomène qui a été assez radical où d'un seul coup j'ai senti que les gens sont vraiment convertis à l'environnement dans mon entreprise et j'ai pu vraiment faire pousser les choses. Mais je pense que l'environnement allait dans le sens d'un monde meilleur. C'est simplement d'être connecté avec l'environnement. Et je pense que c'est d'éduquer les gens à être connectés, de les faire ressentir les émotions qu'ils peuvent réaliser avec l'environnement et de montrer des exemples aussi qui marchent. Ok, merci. J'ai peut-être une question pour vous, Yoron, et puis peut-être après presque la même pour Pierre-André. On sait aujourd'hui que les progrès qui sont réalisés du côté de la production, je crois qu'il faut en gros 30% de ressources naturelles en moins pour produire une unité de PIB ou de PNB par rapport à il y a 30 ans. On sait que ces progrès réalisés du côté de la production, avec les démarches d'éco-efficacité, etc., sont plus qu'annulés par l'explosion des volumes consommés. Dans le monde, je crois qu'aujourd'hui, du coup, en 30 ans, on consomme 50% de ressources naturelles en plus. Et du coup, comment... Alors vous êtes dans le secteur de la mode, qui est un secteur qui vit beaucoup, en tout cas dans l'image qu'on en a, par les couleurs de l'année, les tendances de l'année, etc., dont on pourrait dire d'une certaine façon qui pousse ses clients à renouveler fréquemment leur équipement, ce que d'aucuns pourraient voir comme une incitation à la surconsommation. Comment est-ce que cette contradiction possible est vécue? En gros, si on pousse les gens à consommer plus de produits qui sont certes un peu plus verts, il est probable qu'on n'arrive pas, malgré tout, à résoudre le problème. Comment est-ce que vous gérez cette contradiction chez Puma? Channel 3 again. I think, we talk about consumerism and consumerism not being able to continue the way it is, and certainly that is correct. If our consumption patterns continue to go against nature, that's a problem. Having said that, consumerism per se doesn't have to be negative. We just have to consume
in a positive way, which means the services, the products that we develop and offer need to be based on the natural or the technical cycle. It's product that does not leave a negative footprint from an economic, environmental and social point of view behind, but the product can actually do good. So I think it's just, we need to rewire ourselves and consume goods and services that ultimately don't have a footprint or actually give something back to society and to nature. So consumerism per se needs to change. If we realize what I said earlier, that the economic model needs to change and we need to internalize externalities, all of a sudden we have visibility. If we then start to develop product and services that actually consume in a positive way and start educating the consumer that a particular product does not leave a negative footprint behind, we will change traditional consumerism to sustainable consumerism. I think, I'm often being asked, well, how can you actually change the consumer? Isn't it, is the consumer ready? Is the consumer prepared to pay a higher price? Is that realistic? And I'm always saying, well, ultimately, who created consumerism? The consumer or the companies? Well, it's the companies that actually created consumerism, so it's the responsibility of us as well as the opportunity for us as corporations to actually change the way we consume. And if we take that in mind, and if we create products that either can be reunified at the end of the life cycle with nature, meaning a product that is fully biodegradable as an example, or if it's product that actually goes back in what I call the technical cycle, a product that has already been created, a tire, for example, and all of a sudden that tire and that rubber that is utilized is manufactured in a positive way, and it is being recycled rather than thrown away, so it stays in the technical cycle. Then we can create a biological and technical cycle that rejuvenates and re-energizes itself. That is a big challenge still, and that's what Cradle to Cradle, for example, is all about, but that's the new way of thinking. Carpet industry has done it with Interface, for example. It's no longer sell a carpet, throw it away. It's an example of recycling, reusing the material, keeping it in the cycle and actually renovating the product that you've already created. If we manage that, consumerism can become positive and we don't have to continue to take natural resources from the planet. Si je rebondis sur ce que vous venez de dire, sur le fait que ce sont les marques finalement qui ont les consommateurs qu'elles méritent en quelque sorte et qu'elles peuvent de manière proactive faire changer les comportements de consommation. Du coup, j'ai envie de demander, j'avais déjà envie avant, mais du coup, de demander à Pierre-André si... Alors, vous ciblez les adolescents qui sont un groupe compliqué sur ces questions de consommation et d'environnement. C'est-à-dire qu'ils sont à la fois, je crois que j'avais vu, pour trouver le chiffre en France, 88% des 15-17 ans se disent très concernés par les questions liées à l'environnement. Mais en même temps, c'est aussi une cible très consommatrice, très soumise au mode justement, très soumise à la tendance et qui change par exemple de téléphone portable beaucoup plus souvent que les adultes, etc. Est-ce que c'est la responsabilité aussi d'une marque culte comme Etnies auprès d'eux, voire même de responsabilité d'un ancien champion de skate comme vous, qui avait une aura auprès d'eux, d'utiliser votre influence sur cette cible pour justement essayer de leur faire de faire changer leurs critères de choix, de leur faire adopter des nouveaux comportements de consommation? Oui, tout à fait, comme je disais plus tôt, moi, j'ai toujours été la passion de faire du skate, du snowboard, du surf, et j'aime bien dans des conditions où je me sens bien, et tous les jeunes sont là dans ce même genre d'optique. Ils veulent avoir un avenir, ils veulent se faire plaisir quand ils font du snowboard à la montagne, quand ils font du surf à la mer, ou quand ils font du skate, pouvoir respirer l'air pur. Donc, pour moi, c'est essentiel, et pour mon entreprise, c'est essentiel pour Etnies. Mais on fait donc beaucoup d'activités. Une des choses qu'on essaie de faire donc, pour réduire notre taux de CO2, et d'ailleurs l'année dernière, par exemple, on a réussi à réduire notre taux de CO2 de 14% par rapport à l'année d'avant. Mais c'est parce que non seulement on essaie de le faire dans les produits, mais aussi on essaie de le faire où sont les masses critiques. Donc, entre autres, comme Lionel disait, ce qui est important, c'est de faire une étude écologique de l'entreprise. Et donc, on en a fait une pour Etnies et toutes les marques qui sont avec Etnies. Et on s'est aperçu qu'en fait, une grosse partie de CO2 qu'on créait, c'était la fabrication en Chine. La fabrication des chaussures en Chine.
Et ça comportait 57% de notre impact sur la planète. 18% venait de la fabrication des boîtes, et on fait déjà des boîtes recyclées, mais c'est la fabrication elle-même. Et donc juste là, on était déjà à peu près à 70%. Donc ce qu'il fallait d'abord toucher, c'était les Chinois, parce qu'on produit en Chine. Donc il fallait changer la façon de réfléchir, la façon de faire, et on s'est aperçu, enfin, un des gros problèmes, c'était le type d'énergie qu'ils utilisent. Donc le charbon, par exemple. Donc depuis 10 ans, je discute avec les chefs d'entreprise, avec les directeurs d'entreprise, pour leur dire comment on peut faire pour avoir une énergie plus propre en Chine. Et il y a des endroits en Chine où il y a des énergies plus propres. C'est pas forcément dans le sud de la Chine où il y a beaucoup de charbon, mais sur l'ouest de la Chine, une région qui s'appelle Sichuan, la province de Sichuan, il y a plus d'énergie hydraulique, par exemple. Et donc, quand certaines usines ont décidé de déménager, de bouger leur usine, j'aurais proposé de bouger dans cette zone. Et donc, on a pu réduire notre taux de CO2 parce qu'on a des énergies beaucoup plus propres. Et donc ça, c'est une responsabilité qu'on a en tant qu'entreprise. J'ai une responsabilité, moi, en tant que skater, snowboarder et surfeur. Et c'est une responsabilité pas juste au niveau du système de production, mais aussi une responsabilité par rapport à la marque et les gens qui utilisent la marque Etnies. Et donc pour les jeunes, on essaie de parler aussi de ce qu'on fait. Là récemment, on a commencé à planter des forêts tropicales à Costa Rica. Je viens juste de rentrer d'un voyage justement, mais pas seulement avec les gens du team Etnies, donc les pro skaters qui font parler de la marque et qui donc en parlent aux jeunes, mais c'est une relation avec la forêt, aussi avec les Indiens Malékou qui habitent dans la forêt, qui utilisent la forêt pour vivre, mais aussi c'est une relation avec le gouvernement de Costa Rica qui essaie de faire beaucoup d'actions pour l'environnement et entre autres qui ont un but d'être carbone neutre en tant que pays en 2021. Ce qui est assez incroyable, parce que si on avait d'autres pays comme ça qui avaient des ambitions d'être carbone neutre en tant que pays, je pense qu'on pourrait vraiment faire avancer les choses beaucoup plus vite. Il y en a quelques autres, mais il n'y en a pas beaucoup. Alors, est-ce qu'on va passer aux questions des étudiants, parce qu'on est un peu en retard. J'ai promis qu'on libérerait la salle à l'heure dite. Alors, je ne sais pas, vous avez des micros, et puis normalement, vous savez qui doit poser les questions, donc je vous laisse faire. Et alors, si les questions s'adressent à Joran notamment, je vous les poserai en anglais, et puis je les reformulerai, du coup, comme ça, on gagnera du temps. Merci. Bonjour, je suis Tong Xiang, je suis étudiante à AgroParisTech. So we can observe that the principles of industrial ecology are often applied on a small scale, for instance by startups. My question is it possible to apply these principles on a larger scale, and how? The issue of industrial ecology is that it should no longer be limited to niche markets, but should be applied to mass market and become a new production standard. So to promote the methods of industrial ecology, such as green chemistry, eco-conception, which are often expensive, how far can we go with restrictive regulations and standards without putting companies' competitiveness in danger? Thank you. Ok, merci. Ça nous permet de vérifier que les étudiants sont bien formés en anglais. C'est toujours une vérification utile. Je vais quand même reformuler la question rapidement. Donc la question porte sur le fait qu'aujourd'hui, les principes qu'on évoque depuis tout à l'heure sont souvent appliqués à petite échelle, soit par des entreprises pionnières, soit sur, comme le disait Joran, sur un ou deux exemples, une ou deux initiatives dans une entreprise. Et la question qui se pose, c'est la question du changement d'échelle. Évidemment, comment on fait pour que demain, ça soit plus des exemples de niche, mais évidemment des exemples de masse ou des initiatives de masse, des principes qui s'appliquent à toutes les entreprises, et notamment avec la question de est-ce qu'il faut pour cela des réglementations plus contraignantes. Alors Lionel, peut-être sur ce point, tu peux peut-être répondre, parce que tu voulais aussi réagir tout à l'heure, et puis ensuite on posera évidemment la question à ceux auxquels les réglementations s'appliquent. En tout cas, nous, ce que nous disent beaucoup des entreprises avec lesquelles nous travaillons, c'est que la réglementation, la législation permet bien souvent de fixer le cadre, level the playing ground,
Et il y a des entreprises qui poussent pour ça, les entreprises pionnières, de manière à quelque part rentabiliser leurs investissements. Et même des entreprises qui ne sont pas forcément pionnières disent avoir une législation, par exemple aux États-Unis, une taxe carbone, disent c'est mieux que l'incertitude, puisque ça nous permet de planifier nos investissements à quelques années. Et par ailleurs, si on regarde historiquement, les entreprises se plaignent souvent de la législation. Aux États-Unis, il y a eu le Clean Water Act, le Clean Air Act dans les années 70. Dans les années 90, il y a eu toute la réglementation autour des émissions de SOx et de NOx pour les power plants, les usines électriques. Et tout le monde disait ça va mettre tout le secteur économique, tout le secteur économique va aller à la banqueroute. Finalement, on voit que les entreprises en général, quand la législation est intelligente, s'adaptent et avancent et au contraire deviennent très créatrices et très créatives. Alors, Pierre-André, sur ce sujet, est-ce qu'il faut des réglementations plus contraignantes pour généraliser les bonnes pratiques ? Je pense que les réglementations, ça aide. D'ailleurs, dans les usines avec qui je travaille en Chine, j'ai mis des réglementations sur l'environnement. Entre autres, ils doivent me déclarer l'énergie qu'ils utilisent. Et comme ça, je peux regarder le montant d'énergie qu'ils utilisent par chaussure. Et je peux comparer les usines et essayer de pousser plus une usine que l'autre en disant qu'il y a une autre usine qui fait mieux. Donc, à long terme, s'ils veulent avoir mes commandes, moi, je vote toujours pour l'environnement. Donc, je voterai pour les usines qui utilisent le minimum d'énergie. Donc, j'essaie de mettre en place des règles moi-même avec les usines avec qui je travaille. Mais je pense que c'est vrai que ça aide aussi si les gouvernements mettent des choses en place. C'est vrai qu'ici, il faut faire attention. Il faut pouvoir transitionner aussi. Donc, par exemple, ça fait plus de 10 ans que je travaille avec les usines pour essayer de leur faire changer leur processus, mais il faut aussi être patient parce qu'il ne faut pas non plus qu'elles fassent faillite. Donc, il faut trouver une façon de changer ce qui se fait et de changer de façon positive pour tout le monde. Je pense que c'est vraiment important que ce soit une collaboration entre toutes les parties impliquées pour pouvoir sentir un mouvement. Johan, qu'est-ce que vous en pensez sur ces questions de réglementation? Est-ce que le groupe PPR se retrouve, ou vous, en tant que Puma, à finalement faire du lobbying pour demander des réglementations plus exigeantes, ou pourrait se retrouver demain à faire ça? Well, Lionel already mentioned, there are a lot of laws already that are coming into effect. First of all, ideally we'll have global laws, not just country laws or regional laws. I think we need to look at this on a global scale. Business is global today. We have to just recognize that. And although we need some local regulation, I think it's important that we set the playing field equal for everyone globally. That's one thing. So yes, every game, every business needs rules. There's no question about it. And as I said earlier, you know, if you have a way to account for how you do business through accounting, and every year we get new regulations and international accounting standards, and all of a sudden they are starting to incorporate externalities. That is one amazing change we could have by actually making sure that companies account for what they leave behind. So if we know that there is a new need to do business, let's adjust the way we set the playing field. So I think that's one example, but it's not just about regulations, it's also about incentives. So, if you take Germany as an example, 10, 15 years ago, without incentives to actually start a solar business, the solar business would not have had an opportunity to prosper, to actually build itself up. Now we have a very competitive solar industry, and the incentives are actually being reduced. So you have also, governments, nations, and the global business has also an opportunity to incentivize businesses to incorporate, if there is no regulation or law yet, to incentivize businesses to become positive and have a positive impact on the society. So if you provide an incentive, a tax incentive or other ways of incentivizing a company, and tell them, okay, if you do good, you will actually be incentivized to do so, I can promise you a lot of companies will change. So in order to jumpstart new industries, an incentive will definitely be a positive, and the solar industry is just one great example, even the wind industry that you're now seeing prospering around the world. Ok, merci beaucoup. Question suivante.
Bonjour, Pierre-Marie Leca de l'IEP de Rennes et de l'Université Paris 1. Well, it's quite useful that you speak about incentives because there is another question, which is industrial ecology more fitted to specific types of activities and countries? You're speaking of incentives, for example. Is it more something that could be implemented in rich countries more than emerging countries? And I think the textile industry is really concerned with this problem since it is really located in China most of the time. Ok, donc la question, si je la comprends bien, c'est le fait qu'aujourd'hui, dans l'industrie textile, une grosse partie de la production est située en Asie, en Chine, au Bangladesh, etc. Et est-ce que finalement, les principes qu'on évoque de l'écologie industrielle, du développement durable, etc., peuvent être appliqués là-bas, dans les usines qui produisent vos vêtements, tu en as un peu parlé tout à l'heure, autant qu'ici, en réalité, ou est-ce que finalement, ça ne revient pas à transposer peut-être des préoccupations de pays riches dans des pays où la culture n'en est pas là, les attentes des consommateurs, les attentes des employés peut-être, et en tout cas les pratiques des entreprises et la réglementation n'en sont pas là non plus? I think that's a very good question, and it's actually not something that just concerns the developed countries. If you take the whole discussion that we've seen starting in Copenhagen and continuing in Cancun, the question of the poorer nations to the rich nations is like, okay, what is in it for me? What is my incentive to keep a rainforest? What is my incentive to keep and make sure that my country provides the biodiversity that is necessary for you guys to operate in your countries? That's when you start to create a market, and the carbon market is just one example. There will be markets for water, there will be markets for biodiversity. It's just a question of how can you actually establish the market, and there will be forms of payments for ecosystem services that actually incentivize those countries that still have a nature that is intact to preserve it. And the whole REDD+ scheme, you know, the reductions in economics of deforestation, degradation is just a perfect example where preserving creates value. So the moment you preserve and you are getting paid for something, all of a sudden you have created a value that is worthwhile maintaining. So, you know, we can't sit here as developed nations and say, okay, now you should stop cutting down your rainforest because it's not good for the planet. Well, I would say, what is my value for keeping it? And I think that's a very fair question. So, and that translates back to the way we do business. I think, you know, working with brands that are truly global, you know, we can use our power, the power of the brands, to impact change globally.